travaille depuis plusieurs années. Ma réflexion va interroger, j'espère qu'à distance, vous voyez bien mon diaporama. La première chose, c'est que j'aimerais réfléchir avec vous, en fait, sur, après la présentation que nous avons eue, deux présentations que nous avons eues juste avant sur l'évolution de la famille et sur le cadre légal, voir ensemble plus concrètement comment cette loi finalement s'applique dans le concret du vécu, comment ça s'articule entre cette norme légale et puis la norme morale de chacun des individus et des professionnels concernés. Finalement, y a-t-il une responsabilité à connaître une information génétique vis-à-vis de ses apparentés biologiques? Finalement, ça, c'est la question. Alors, on y a répondu de manière légale, mais moi, j'aimerais répondre de manière beaucoup plus large aussi dans la vie des individus. Et donc, s'il y a responsabilité, laquelle, pour qui? Je vais me focaliser un petit peu plus sur l'oncogénétique, même si je ferai quelques apartés sur les maladies et d'autres pathologies. Et vous allez voir comment cela s'inscrit. Mon travail, en fait, s'inscrit dans une éthique empirique de terrain. Je travaille avec les professionnels de santé et donc avec les patients pour essayer d'interroger justement cette interface de l'éthique normative à l'éthique pratique. Deux projets de recherche vont être mobilisés dans cette présentation. Un projet qui s'est déroulé de 2013 à 2016, donc vous comprenez bien donc, au démarrage finalement de l'applicabilité de la loi de 2011 sur l'enjeu et la mise en œuvre en cas de maladie génétique à caractère familial de l'IGP avec un financement de l'Agence de biomédecine et de l'INCA. C'est un travail d'équipe donc avec à la fois un sociologue, Benjamin Derbez, que je citerai, avec lequel nous avons beaucoup publié, Diane de Diffray également, une philosophe, Emmanuel Rial-Sebag, une juriste, et Claire Farnos, également une juriste. Et nous avons travaillé sur deux terrains d'enquête, un dans un service de génétique, cancer du sein et de l'ovaire de l'Institut Curie, et l'unité des maladies génétiques du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor. Puis le deuxième projet, qui se termine cette année, qui s'intéresse aux prédispositions génétiques aux pathologies malignes de l'enfant et le séquençage de nouvelles générations, et qui s'interroge sur la question éthique, légale et psychologique de ce sujet, avec, pareil, un financement INCA, et un travail pluridisciplinaire avec Lucie Lergouet, qui est une sociologue, Emmanuel Rial-Sebag, que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui est une juriste, et Sandra Letiran, une de ses collègues, Khadija Lalou-Laforêt, pour une psychiatre, et Marion Droit-Mollard, psychologue. Ce travail, je ne vais pas le relater ici totalement, puisque je vais moi focaliser sur la question de l'information génétique à la parentèle, mais c'est pour aussi parler de cette évolution de la loi. Vous ne vous a pas échappé que dans la révision 2021, la question de la génomique est apparue. Et je ne vais pas y passer beaucoup de temps, parce que ce n'est pas le cœur de mon propos, mais ça rentre encore dans la complexité du débat qu'on a commencé depuis ce matin à essayer de négocier ensemble. 5 terrains cliniques pour ce projet, je les cite parce que je pense que c'est important, ils font partie intégrante du projet. L'Institut Gustave Roussy, Hôpital Robert Debré, Hôpital Trousseau, Institut Curie, CHUV Toulouse et CHUV Montpellier. Alors, je reviendrai quand même un petit peu, parce que tout à l'heure, Bérangère Legros nous a bien raconté l'ensemble des étapes de la loi, mais j'aimerais vous raconter, moi, l'histoire de cette loi d'un point de vue personnel. Sachez que c'est l'histoire d'une famille qui a perdu un premier enfant. Alors, je ne voudrais pas les dates exactes, mais je crois que c'est dans les années 85, un premier enfant d'une mort subite, mais qui était adolescent déjà, et ils ne savent pas pourquoi il est décédé. Ils perdent un deuxième enfant 15 années plus tard, pareil, un jeune adulte, en pleine forme, très dynamique, hyper sportif. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi. À ce moment-là, un cousin, médecin, vient les voir en leur disant « Je sais pourquoi ton enfant est décédé, parce que moi-même, j'ai perdu un enfant, donc entre les deux, et il avait été diagnostiqué à ce moment-là une maladie qu'on appelle OTC, qui est une maladie du métabolisme. C'est facile, il y a une prise en charge simple pour éviter la mort subite. C'est un régime alimentaire particulier, donc pour tes autres enfants, c'est facile. Tu vas savoir comment faire. Il avait 3 autres garçons, la première famille dont je vous ai parlé.
Et ce que comprend cette famille qui reçoit cette information, c'est qu'on aurait pu éviter la mort de son deuxième enfant. Ça, c'est la première chose. Et puis surtout, il entend son cousin lui dire, qui est médecin, hein, lui dire surtout, il ne faut pas le dire à la famille. Il ne faut pas en parler. On entend là la honte d'une tare génétique présente dans la famille. On entend toute cette culpabilité. Et donc, cette première famille qui a perdu donc 2 enfants décide de porter ça devant, on est au moment de la révision des lois de bioéthique, devant le législateur, pour essayer de faire changer les choses, en particulier de penser comment éviter des morts précoces lorsque un moyen efficace existe pour l'éviter. Donc, il porte ce message et il est soutenu par le généticien Arnold Münnich, qui lui-même avait été en fait à l'origine finalement du diagnostic dans la 2e famille. Et je cite Arnold Münnich devant les sénateurs, que le législateur pourrait envisager une disposition selon laquelle, lorsque la vie des apparentés est en danger, une obligation est formulée d'aller au-devant des personnes à risque. On voit alors l'origine de cette loi, qui est une origine pleine de bon sens, si on y réfléchit un petit peu, puisqu'on se dit effectivement, s'il y a des choses très efficaces qui permettent de prendre en charge les individus, pourquoi s'en priver? Et puis surtout, aller au-delà de craintes, de difficultés pour un patient de transmettre une information, parce que là, on entend que ce médecin qui n'arrivait pas à transmettre cette information, il avait quelque chose en lui qui l'empêchait de le faire, donc peut-être trouver un moyen aussi, s'il ne peut pas le faire lui-même, peut-être l'aider à le faire, trouver des moyens. Et donc, vous voyez bien là toute une origine qui est plutôt assez basique. Et ce que vous avez entendu tout à l'heure, par Bérengère, c'est que de quelque chose qui paraissait assez simple, en tout cas qu'il fallait régler, on est parti vers quelque chose de beaucoup plus complexe, qui touche maintenant un champ de pathologie très élargi, puisqu'on n'est plus du tout que sur des maladies mortelles à prévention efficace, puisque avec cet ajout de conseil génétique, j'y reviendrai, on multiplie en fait les considérations et les cas de figure. Alors, je vais vous prendre quelques vignettes et je vais les discuter avec vous. La première vignette, elle interroge la logique du consentement, la logique du choix qui est donné aux patients et la logique du soin. Un petit extrait justement d'un article de Benjamin dans ses entretiens pendant le premier projet que je vous ai présenté. La consultante. Est-ce que je dois tous les encourager à faire le test? Le conseiller en génétique. Les encourager, je ne sais pas. Leur dire, ils font ce qu'ils veulent. Si quelqu'un dit j'y vais pas, je ne veux pas enlever mes ovaires par précaution, ce n'est pas à vous de dire. La consultante, ah oui, je vois. Je leur dis, et alors ils font ce qu'ils veulent. Alors, pourquoi je vous prends cette vignette? Parce qu'elle m'a semblé être intéressante pour explorer cette logique du choix et la logique du soin. Dans cet échange, la consultante, elle adopte une logique du soin. Logique du soin qui veut prendre en charge, essayer d'accompagner, essayer d'aller au bout du processus. Ici, elle s'interroge, est-ce qu'il faut qu'elle encourage les membres de sa famille à aller dans cette prise en soin d'eux-mêmes, jusqu'où porte finalement son rôle, cette transmission d'informations à la parentèle. Alors évidemment, le professionnel lui réplique que la loi n'est pas du tout, sans évoquer la loi, lui dit bien que ce n'est pas jusque-là qu'elle doit aller. Elle a juste une mission de donner une information brute. En fait, Benjamin constate ici qu'on est, pour le professionnel, sur une transmission qui serait comme un acte de communication purement cognitif, où un message factuel doit être transmis à un destinataire par le médium neutre du langage. Et vous voyez bien, en sous-entendu dans ce petit dialogue, que pour la femme dont on parle, ce n'est pas si neutre que ça. Il y a une responsabilité qui s'instaure, qui est de l'ordre moral, là, qui va beaucoup plus loin. En tout cas, qui pourrait aller beaucoup plus loin
puisqu'elle pose cette question dans une logique de prise en soin de la personne. Cette femme, elle est volontaire pour transmettre. On sent dans son dialogue qu'elle a envie, enfin en tout cas qu'elle est prête à. Donc la question qu'elle pose, elle est très importante. Jusqu'où je dois aller pour que la personne en face de moi comprenne ce que je lui dis et peut-être agisse même pour elle-même. Je peux donc être en tant que patient porteur de cette nouvelle par mon implication qu'on me demande, que je prends à cœur, m'impliquer au-delà peut-être et avec des risques de revers contre moi-même, puisque si le membre de ma famille n'agit pas, ne comprend pas ce que je lui dis, décide de ne rien faire, je peux en être un peu déstabilisée moi-même. Et donc, vous voyez bien que l'incidence sur cette personne, cet individu dont je suis en train de parler, n'est pas anodin, mais n'est pas pris en charge dans la communication, dans cet échange. Alors, je n'ai pris qu'un extrait, mais très peu pris en compte dans le cadre de la consultation. Comment, en fait, accompagner? Alors, si je ne sais pas comment m'y prendre, alors ça, c'est encore une autre cas de figure. Si je ne sais pas comment m'y prendre, se pose la question du comment. Donc, comment je vais faire? Comment je vais aller au-delà de ma crainte d'être l'oiseau de mauvais augure et d'informer? Et puis se pose la question de choisir le bon moment, le quand transmettre. Vous voyez bien que dans ce choix, je prendrai un exemple, celui d'une mère de famille qui a une prédisposition BRCA1 et qui a 2 jeunes filles. Quand elle apprend qu'elle est BRCA1 positive, ont chacune 16, 18 ans. Puis elle est prise en charge pour son cancer du sein, et puis elle guérit. Elle est en surveillance, et pendant la surveillance, le gynécologue qui la suit lui demande, elle voit alternativement oncologue et gynécologue. Le gynécologue lui demande si elle a informé ses filles. Et elle répond non, pas encore. Les filles ont maintenant 20, 22. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle pas transmis? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les freins à cette transmission? Dans les interviews qu'on a pu mener avec elle, elle explique que ce n'était pas le bon moment. Parce qu'au départ, ces filles étaient trop jeunes, elles n'avaient pas encore construit quoi que ce soit effectivement. Elles étaient encore voilà, dans un... Peut-être la mère considérait que ce n'était pas le bon moment. Et puis maintenant, il y en a une qui est dans ses études, qui n'arrive pas bien, qui vient de rompre avec son amie. Elle n'a pas envie non plus de lui transmettre parce qu'elle n'est pas prête, selon elle, à recevoir cette information. Et pour son autre fille, elle est enceinte et justement, elle ne veut pas lui gâcher ce beau moment. Et donc, vous voyez bien qu'on est sur cette question, là pour le coup, avec Benjamin, on a nommé ça le choix, le kéros, choisir ce bon moment. Il n'y a pas d'automatisme en fait dans la vraie vie, dans la vie réelle. Ce message neutre n'est pas neutre et on a besoin de temps. Et puis ça peut aller jusqu'au dilemme de réaliser ou non le test génétique. Il y a des cas de figure, c'est très rare dans la pratique clinique, ne vous inquiétez pas. Mais néanmoins, ça arrive que dans justement des propositions de tests génétiques, quand cette question d'information avec parentèle apparaît, puisque normalement le généticien doit en parler en amont, comme vous avez bien compris, en amont du consentement, on a pu rencontrer dans nos études là, plusieurs cas de figure, dont je vous cite ici un cas. Toute ma famille, aussi bien mes enfants, petits-enfants, mes sœurs, absolument tout le monde s'oppose à cette recherche génétique en disant que je vais leur pourrir la vie avec tout ça et qu'ils préfèrent ne jamais rien savoir. Elle est carrément, en fait, quand on lui a proposé le test génétique, elle s'est dit d'abord, je vais aller leur demander s'ils seraient d'accord. Elle a fait l'inverse de ce qu'on lui demande, mais, parce qu'elle s'est dit, s'ils ne veulent pas savoir, je n'ai peut-être pas la peine que moi je sache. En gros, elle s'est protégée, en fait. Et ils ne veulent pas savoir. Donc, elle s'est dit, je ne vais pas chercher le test génétique. Donc, elle a refusé le test génétique pour elle-même. Vous voyez bien que ça va.
une sorte de processus. Alors, c'est extrêmement rare, mais ça arrive qu'il y ait ce processus. Il y a eu un cas de figure aussi d'un homme, BRCA1 positif, qui avait un cancer du sein. Et de la même manière, cancer du sein, évidemment, qu'il n'avait dit à personne. Honteux d'avoir un cancer du sein, c'est assez difficile, on le sait, d'être un homme porteur d'un cancer du sein, porteur de BRCA1, incapable d'imaginer annoncer aux autres son cancer et annoncer en plus cette nouvelle éventuelle. Et donc, il refuse de faire le test qui, pour information, n'est pas forcément, dans son cas, ne permettait pas pour lui une meilleure prise en charge. Donc, globalement, il n'y avait pas de risque trop pour lui. Enfin, les généticiens n'ont pas trouvé que c'était trop catastrophique. Mais donc, de fait, il n'a pas fait ce test. Et vous voyez bien que ces deux exemples montrent à quel point ça peut être complexe sur le terrain. Qu'en fait, dans les dispositions normatives, la dimension psychologique du faire face à l'information génétique n'apparaît pas. Alors que les données empiriques montrent qu'elle est centrale dans les expériences que vivent les personnes. Les normes en place appartiennent à un monde moral où l'autonomie, la logique du choix, la responsabilité individuelle dans la gestion du risque est centrale. Alors que tout un champ de normes morales sont réellement à l'œuvre en fait dans cette réalisation qui appartiennent à la logique du soin. Soin, je l'ai utilisé plusieurs fois, que j'emprunte à Moll, qui, dans un ouvrage qui s'appelle « Ce que soigner veut dire repenser le libre choix du patient », explique en fait que toute décision nécessite un accompagnement, une sorte de collaboration, de co-construction entre l'équipe médicale et le patient. Et finalement, on va plus passer sur une décision. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. C'est une décision. Est-ce que je vais passer à la décision en étant accompagnée pour transmettre cette information génétique? Et je dois décider quand. La mère, elle va décider quand. Elle va décider le bon moment. Mais elle a besoin de temps. Elle a besoin peut-être que l'équipe médicale, justement, lui en reparle, qu'elle prenne qu'elle ait peut-être des moyens aussi pour en parler. Alors, une vignette, la deuxième vignette, un consensus pour la voie directe pendant les consultations entre les professionnels et les patients. Vous avez vu, dans la loi, il y a cette possibilité que la personne informe elle-même ou qu'elle demande à son médecin de le faire pour elle. Dans cet exemple, on a une proposante, donc la dame à qui on propose le test, pose la question. Dans la famille, mais jusqu'où? Elle interroge jusqu'où elle doit informer. Elle a une fratrie paternelle de 19 enfants et une fratrie maternelle de 7 enfants, particulièrement grande. Moi, je vais vous dire, j'en ai eu pas mal de malheurs. Donc, ce petit cancer du sein, ce petit truc que j'ai eu, j'ai décidé de ne pas en parler. J'en ai parlé à mes enfants et à ma sœur, mais c'est tout. Il faudra que j'en parle à mes tantes, c'est important. Alors, le conseiller en génétique évoque le fait que oui, les tantes, oui, mais surtout leurs enfants, les cousins, cousines et leurs enfants. Donc, ici, ils montrent le formulaire, on vous demande si vous souhaitez le faire vous-même ou si vous souhaitez que quelqu'un d'équipe s'en charge. Ah non, je préfère le faire, c'est sûr. Et le conseiller qui répond, nous aussi, on préfère. Alors, on ne va pas engager un détective privé pour savoir si vous avez bien relayé l'info. Non, après, c'est moi avec ma conscience. Mais ça a une importance certaine. Et dans cet échange, qui est un peu, on sent qu'il y a comme un consensus, en tout cas, qui se crée entre les deux protagonistes. Consensus pour que cette information elle soit transmise par la femme. Alors pourquoi ici la preuve. Pourquoi ce consensus? On sent une forme, et elle explique bien, une forme de responsabilité morale à ce que ça se passe justement le mieux possible. Et elle prend, enfin, cette personne s'engage dans ce processus avec volonté. Et c'est bien la volonté là qui est en jeu. Pour elle, elle n'a pas le choix. En fait, il n'y a pas de choix dans ce cas de figure-là. Vous voyez bien que le choix n'existe pas. Et je dirais que le conseiller en génétique ne s'engage pas trop justement sur ce choix en la confortant dans sa posture qui est bien sûr, alors, quelque part, lui est préférable que d'envoyer une lettre anonyme à un groupe de famille. On est aussi dans cette logique du soin. Vous voyez bien que là, la personne, elle souhaite s'en charger pour être sûre que ça se passe bien. Parce qu'elle n'est pas très sûre que le médecin va le faire de la bonne manière. Une autre vignette, justement, sur le même sujet. On vous demande maintenant si c'est vous qui vous chargerez d'informer votre famille.
Vous voyez bien que là, dans cette phrase-là d'un généticien, ben, il n'y a pas de choix. Hein, c'est vous qui chargerez d'informer votre famille. Alors, si c'est vous, ou parfois, alors là, on voit une confusion un peu dans les termes exprimés, un malaise du professionnel. Ensuite, il présente le formulaire de consentement. C'est une partie qui atteste qu'on vous a bien sensibilisé à l'importance d'informer votre famille. On aura la possibilité de vous aider en vous donnant des documents, bien sûr, mais aussi à contacter ou bien vous faites vous-même. Enfin, les deux sont possibles. Ce qui est sûr, c'est que pour votre apparenté, de l'apprendre par vous, de recevoir un courrier anonyme. Voilà. Si vous n'êtes pas fâché, en tout cas, on a la possibilité de le faire. Vous voyez bien, dans cet échange, le professionnel, il s'embrouille un peu. C'est pas facile. C'est pas un sujet simple à aborder, de savoir comment transmettre cette information. On sent qu'il préfère peut-être que la personne s'en charge. Il évoque ce courrier anonyme qui a longtemps posé problème aux professionnels de santé, qui pose encore question. Il évoque la question que la personne pourrait être fâchée avec certains membres de sa famille, donc peut-être cette question des ruptures familiales, un peu, voilà, de manière pas forcément très, très claire, mais on voit bien que c'est une question qui apparaît. Nous, en observation de consultation ou en entretien, on l'a vu des nombreuses fois, en fait, des familles aussi qui sont pour certains côtés disloquées, pour d'autres ça se passe bien, et qui forcément ne savent pas trop si, et c'est pas dans le consentement, c'est pas explicité tel quel, si le professionnel pourrait se charger pour une petite partie de la famille, et puis peut-être que pour l'autre, lui, il pourrait s'en charger, alors qu'on lui demande si c'est lui qui s'en chargera, ou s'il demande au professionnel. Alors dans les faits, il y a certains professionnels qui, bien sûr, se chargent d'une partie de la famille, mais c'est pas simplement comme ça que c'est formulé dans le consentement, donc c'est pas si simple à avoir. Alors, la loi évoque un choix, mais ce choix est-il réel? Peut-on considérer que l'action de consentir est présente ici, alors que nous sommes plutôt dans la recherche d'un consensus, voire d'une persuasion? Je reprends les termes de Canguilhem, consentir, c'est reprendre à son compte les arguments qu'un autre a fait valoir, et là, c'est vraiment là-dedans qu'on était. C'est-à-dire que oui, tout le monde est plutôt pour cette voie directe, ça semble plus préférable. Alors que, comme on a entendu dans le précédent exposé, à vouloir traiter tous les cas de figure un peu extrêmes, on va vers de la voie indirecte quand même plus systématique, puisque si on va voir un enfant né sous X, comme ça ne va pas être direct, c'est de la voie indirecte. Donc, on sent bien quand même qu'on va y aller quand même. Alors, que signifie alors consentir? Je consens à un test génétique, ça c'est vrai, mais de là, cela m'oblige à informer mes apparentés, il n'y a pas de choix. Et l'équilibre que le législateur avait essayé de mettre en place à juste titre pour que toute la charge ne soit pas sur les épaules du patient, dans les faits, reste quand même quelque chose porté par le patient. Et je reprends Moll qui dit « Le fardeau de tout ce qui se passe mal est tout bonnement déplacé sur les épaules du patient qui doit choisir. » Et donc, en fait, cette logique du soin, elle nous amènerait peut-être à repenser le processus d'accompagnement afin d'apporter un soutien, partager la responsabilité du choix qui est présente ici. Alors, quelle est la vision maintenant des professionnels? Alors, il y a un certain nombre de morts, beaucoup d'angles morts dans cette question. Comment les professionnels eux-mêmes interprètent cette loi? Alors, moi, je parle de celle d'avant 2021. Et surtout, comment y voient-ils les contours et les limites de cette loi? Et puis, quelle réception les professionnels ont-ils de cette responsabilité? On en parlait tout à l'heure, Perrine nous posait la question. Et comment ils voient cette délégation de tâches qui leur est demandée. Alors, je vais vous parler là du projet de recherche que j'ai mené auprès des professionnels. Elle était peu explorée dans la littérature à ce moment-là, cette question du point de vue des professionnels. On a réalisé une étude quantitative et qualitative en ligne, avec des questions fermées et ouvertes. Et on a eu 204 réponses, avec 44% de cliniciens généticiens, 41% de conseillers génétiques, 10% de cliniciens non généticiens. Alors, globalement, les professionnels adhèrent à l'importance de la transmission d'informations à la parentèle. Et il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas attendu la loi pour réaliser cette nécessité d'informer à la parentèle, en tout cas de pousser les familles à le faire pour que l'information passe. Mais on leur posait la question, est-ce que ça, c'est important pour toute pathologie? Alors, pour 46% d'entre eux, oui, mais non pour 54%. En particulier, il y a ce sujet de la prévention qui est vraiment au cœur, et on l'a senti tout à l'heure dans une des questions à Bérangère Lecroux, il y a cette question de, finalement, pour quelle maladie génétique on doit transmettre cette information. La question, par exemple, de la pénétrance de maladies dans la population, la question de
des capacités de dépistage ou de surveillance qui peuvent être mises en place, et que ça, c'est un facteur important pour évincer certaines pathologies du cadre de la transmission de l'information à la parentèle selon les professionnels. Néanmoins, il y a une différence selon les professionnels. Je trouve ça intéressant de le dire ici aux futurs conseillers en génétique. En fait, les conseillers en génétique que j'ai pu interroger à cette époque avaient l'air plus enclins à considérer qu'il fallait transmettre de toute façon, à 56% d'entre eux, alors que les cliniciens généticiens étaient plus nombreux à dire que non, il ne faut peut-être pas toujours transmettre. Et vous voyez bien déjà que là, c'est intéressant parce que cette distinction, même entre professionnels, or tous ces professionnels peuvent être amenés à proposer ces tests, surtout maintenant que le conseiller en génétique peut proposer le test, il va peut-être falloir justement convoquer, réfléchir, dialoguer pour comprendre pourquoi le clinicien pouvait être plus à même de réfléchir à l'importance de la transmission ou pas. Et pourquoi le conseiller en génétique peut-être est plus enclin à aller vers une transmission plus thématique. Alors, nous avons interrogé donc, plans professionnels qui avaient des spécialités médicales différentes. Cardiologie, oncologie, pneumologie, neurobiologie, déficit intellectuel. Et on voit en fait qu'aussi il y a une grande différence entre les spécialités médicales. On voit ainsi que cette notion de transmission elle est beaucoup plus importante pour la cardiologie, par exemple, pour l'oncologie, alors qu'elle n'est quasiment pas pour pneumologie ou neurologie, et elle est à moitié pour le déficit intellectuel. On voit donc que selon la spécificité des maladies prises en compte, et bien, cette notion de faut transmettre ou il ne faut pas transmettre l'information de manière systématique, c'est ce que je dis, n'est pas considérée de la même manière. Et ça, je trouve que c'est très important aussi, puisque ça veut dire qu'on va adapter aussi le discours en fonction des pathologies. Et que la loi qui paraît simple comme ça, je le transmets de toute façon, dans les faits, peut-être que ce n'est pas exactement de la même chose dont on parle. On a parlé de l'ajout dans ce triptyque du mot conseil génétique. Il nous avait semblé à l'époque très important d'interroger cette question. Et j'avoue que j'espérais que la loi revienne un tout petit peu sur cette notion-là, parce que, en fait, on a mélangé. Le conseil génétique, en tout cas, de mon point de vue, est un moyen, est un outil pour favoriser un dialogue avec des personnes qui se posent des questions par rapport à une pathologie génétique. Je parle des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi, alors que là, il a été mis comme un critère. Critère qui n'est pas du tout du même ordre que existe-t-il des mesures de soins ou des mesures de prévention. Et là, effectivement, quand on a interrogé les professionnels, 53% des répondants estiment que le conseil génétique est un critère de même rang que prévention et l'accès au traitement. Mais par contre, ils sont 64% à estimer que le champ des maladies concernées en est modifié. Donc, ils sont bien conscients que le fait d'avoir ajouté conseil génétique, ça modifie le champ de la loi. 59% estiment ainsi que la population concernée en est modifiée. Elle en est élargie. Et on voit, pareil, qu'il y a une grande différence selon les pathologies sur le fait que ça modifie ou non. Par exemple, les déficits intellectuels, globalement, les répondants nous ont dit que forcément, ça change complètement le sens de la loi d'avoir ajouté le conseil génétique, puisque pour la personne née avec un déficit intellectuel, le fait de connaître son anomalie, il n'y a pas de mesure de soins et de prévention, puisqu'on a déjà diagnostiqué la maladie, on a déjà le nom de la maladie, et le seul but du conseil génétique va être alors d'informer des futurs parents pour savoir si oui ou non ils accepteraient l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap diagnostiqué par le diagnostic prénatal. Et là, vous voyez bien que ça change et ça transforme complètement cette notion-là. Dans cette déclaration des professionnels, 87% des répondants déclarent proposer l'IP indirect. Alors, évidemment, on a vu dans les faits, ça le fait, mais pas toujours facilement. Mais il pose plein de questions éthiques. Il y a des problèmes de ressources humaines, très clairs. Parce que si vous envoyez des courriers pour 17 frères et sœurs, 8 machins, cousines, etc., ça nécessite quand même une organisation. Et il n'y a pas toujours ça. Le temps d'écoute, peut-être, pour accompagner aussi cette voie indirecte. Il y a aussi des questions de protection juridique qui étaient évoquées par les professionnels.
Et puis, bien sûr, les questions éthiques soulevées, le secret médical, droit de ne pas savoir, la vie privée des individus, certains professionnels évoquaient ça comme un souci, l'impact psychologique du courrier sur les familles, puisque c'est un courrier recommandé, ne donnant aucune autre information qu'il y a quelque chose dans votre famille d'ordre génétique qui serait bon d'aller consulter. Et voilà. Donc, première phase, cette responsabilité, elle est bien portée par les professionnels. Hein, et comment il nous l'a partagé tout à l'heure. Oui, les professionnels sont bien conscients qu'ils portent une responsabilité dans cette affaire-là. Mais ils ont des interprétations différentes du champ en fonction des pathologies génétiques, en fonction de leur profession, en fonction des définitions données à la notion de conseil génétique. Et donc la question, hein, si je reprends mon idée du soin, la question elle va se poser surtout sur la manière d'accompagner les personnes dans ces situations. Alors, dernière partie, sur la génomique. Vous avez vu que la loi, 2 minutes, bon. La génomique elle est apparue dans la nouvelle loi de bioéthique. Vous avez vu. Le séquençage se développe, ça je vais passer. Et donc, il y a une extension de l'information à la parentèle au contexte génomique, puisque maintenant, lorsque je réalise une analyse génomique, si jamais je dois être informée du fait qu'il est possible de trouver une anomalie qui n'était pas attendue, donc on va appeler ça incidente, qui pourrait éventuellement me concerner, mais concerner mes apparentés. Alors là, on ne parle plus de la pathologie pour laquelle la personne vient consulter. On parle d'une autre pathologie potentielle. Et alors ça, sur le terrain, très clairement, les personnes que j'ai pu interroger, je vais vous parler de la vignette 3, je vous parle d'un enfant en rechute de cancer inscrit dans un projet de recherche en oncopédiatrie. Il se voit proposer un exome de sa tumeur pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Les parents ont accepté ce protocole de recherche et signé le consentement qui prévoit de rendre les informations incidentes trouvées lors de l'analyse génomique. L'analyse révèle que l'enfant est porteur d'une anomalie du gène BRCA1, BRCA1, qui n'a pas d'incidence pour qui n'apporte rien pour son cancer à lui, absolument rien, ou sa prise en charge. L'enfant décède. Les professionnels se trouvent avec cette information de BRCA1 qui potentiellement peut être intéressante pour la mère et bien sûr pour l'enfant dans le cadre actuel et aussi pour ses apparentés. Mais comment rentrer en contact avec cette famille après le décès? Donc ça, il y a tout un accompagnement possible, mais néanmoins pour leur apporter une information qui n'était pas celle qu'ils recherchaient, qui pouvait être l'origine de la pathologie de leur enfant, comprendre pourquoi leur enfant avait cette pathologie, éviter qu'un autre enfant puisse être porteur de cette pathologie. Et là, on vient vers eux avec une information tout autre, qui est vous, madame, vous avez un risque de cancer du sein d'un autre cancer. Il faut surtout prévenir vos apparentés de ce risque-là qui est déchargé. Vous voyez bien que, en fait, ce qui évoque alors, c'est la question de comment ça va être mobilisable par les parents, comment ils vont pouvoir s'emparer. Alors, certains s'en emparent très bien, hein, je vous rassure, mais pour certains autres, c'est comme un caillou supplémentaire dans leur lourd fardeau, et que ce n'est pas très simple. En tout cas, ça prend du temps, ça nécessite du temps pour pouvoir s'en charger. Je vais passer ça et je vais arriver à ma conclusion. Finalement, l'extension des données génétiques qui sont possiblement découvrables au détour d'une exploration génétique bouleverse même le consentement. Puisque, là, cette fois, je ne consens pas à transmettre une information qui concerne la maladie que je sais, mais je consens à quelque chose d'inopiné qui peut être découverte. Puis, je consentir en connaissance de cause, puisque je ne sais pas de quoi on me parle. Encore. Parce qu'on me demande de consentir avant à quelque chose qu'on va découvrir après. Puis, je refusais néanmoins. Ça, en oncopédiatrie, tous les focus groupes que j'ai pu mener avec les parents me portent à dire que c'est impossible. Le refus est juste impossible. Ils veulent tout savoir sur leur enfant, parce qu'on ne sait jamais si ça pouvait être utile. Il est hors de question de risquer de louper une information qui pourrait être importante. Et ça interroge la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de soins et de recherche qui doit s'assurer que les informations recherchées, parce qu'on ne les trouve pas de manière totalement incidente, hein, on va quand même un petit peu les chercher, mais je reviendrai là-dessus, les informations rendues et surtout à quelle parenté ça doit être transmis,
repose sur ces professionnels qui ne sont pas que le généticien prescripteur, ça peut être aussi le biologiste qui est dans son laboratoire, toute la chaîne de responsabilité de tous les professionnels qui travaillent. Donc voilà, je pense que ça, en fait, cette loi, elle repose maintenant de plus en plus, parce que pour moi, consentement n'est pas forcément le bon terme, en tout cas pour cette question d'information à la parentèle, sur une question d'accompagnement, de partage, de responsabilité, incluant cette équipe du patient et des professionnels. En conclusion, donc, responsabilité, c'est ce que je viens de dire, et 2 papiers que j'ai pu écrire récemment avec mes collègues sur le sujet. Merci. Merci beaucoup de ce parcours, de ces éclairages. Je vous remercie, Marion, de nous rejoindre, d'être à distance. Malgré le fait que tu sois sur Marseille, responsable de transmission scientifique au sein de l'association Tous Chercheurs et puis membre de notre équipe de recherche. Mais bon, un petit virus de maintien enfermé chez toi. Donc, voilà, on te remercie d'être là à distance. Tu vas commencer par l'intervention et puis ensuite François Faurisson, qui travaille aussi avec nous sur ce programme dont il va parler de recherche IGPRAR, prendra le relais. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis désolée de le faire par visio et pas en présentiel. Et alors, bien sûr, pour commencer, je voulais remercier les organisateurs de nous donner l'opportunité à François Faurisson et moi-même d'intervenir lors de cette journée. Et donc, on va aborder en binôme la question de l'information génétique de la parentèle en illustrant avec le projet de recherche collaborative qui s'appelle IGPRAR, pour information génétique de la parentèle dans les maladies rares, qui est un projet qu'on a initié maintenant il y a un peu plus d'1 an et qui a reçu le financement de l'Agence de biomédecine. Alors, pour commencer, en fait, déjà l'origine du projet. Pourquoi est-ce qu'on a voulu lancer ce projet IGPRAR? En fait, cette origine, c'est des remontées du terrain qu'on a eues, alors que j'ai à la fois eu de la part de représentants d'associations de malades que je peux accueillir en stage lors de formation dans l'association Tous Chercheurs, et aussi lors de formations pour l'INSERM que Perrine et moi avions dispensé maintenant il y a quelques années sur les tests génétiques et le séquençage. On avait eu de nombreux retours de la part de personnes directement concernées par une maladie génétique héréditaire qui avaient eu à informer leurs apparentés de ce risque dans leur famille et qui nous disaient à la fois témoigner de la difficulté de réaliser cette information et aussi le fait que parfois ou souvent, en fait, ils pouvaient être perçus comme oiseaux de mauvais augure par les membres de leur famille. Concernant cette information génétique de la parentèle, c'est vrai que c'est quand même une démarche singulière. Alors, ça a déjà été bien discuté ce matin, où il y a une délégation à une personne, donc la personne qui est directement malade ou le parent d'un enfant malade, d'une fonction qui semblerait être plutôt une fonction pour un professionnel, avec toute la difficulté de la transmission de cette information, qui est une information complexe, technique, qui se réalise aussi souvent dans un contexte difficile avec la personne qui va devoir faire cette information, qui a eu son propre diagnostic parfois récemment et aussi parfois à la suite d'une errance diagnostique qui peut être plus ou moins longue. Alors, ça a été aussi largement abordé, notamment par Bérangère Legros, le contexte juridique, le cadre juridique, avec depuis 2011 ce changement au niveau des lois de bioéthique où on passe d'une obligation morale à une obligation légale, avec ce droit des usagers d'avoir des informations concernant sa santé, qui devient du coup un devoir du malade vis-à-vis de tiers, donc de les informer de ce risque. Et alors, bien sûr, du point de vue du législateur, ça avait été pensé comme profitable pour le parent informé. Là aussi, ça a été abordé parce que ça permet de mettre en place des mesures de prévention, y compris de conseils génétiques ou de soins selon les pathologies. Mais d'après les témoignages qu'on peut recevoir, ce n'est pas forcément perçu comme tel de la part de la parenté qui va être informée. Et aussi, cette information, elle va être réalisée dans le cadre d'une solidarité familiale, mais qui potentiellement peut avoir des conséquences délétères pour les liens familiaux.
Donc, notre projet de recherche IGP-RAR, en fait, il se décline en 2 volets. Un volet national, donc qui se déroule en France et qui a comme objectif de comprendre bien les mécanismes en jeu lors de la réalisation de cette information aux apparentés et d'essayer de décrypter les facteurs, en fait, qui sont associés à soit une information qui passe bien ou au contraire qui passe mal, ou une information qui a une transmission d'informations qui a des conséquences délétères ou non sur les liens familiaux. Il y a aussi un volet européen dont la responsable, en fait, qui est gérée par une étudiante en master 2 d'éthique qui s'appelle Marion Gautreau. Et ce volet européen a comme objectif d'observer la diversité des pratiques en Europe, savoir d'un point de vue réglementaire, des recommandations et comment concrètement se fait cette information aux apparentés. Et l'objectif de ces 2 volets est, au final, en fait, à terme, de proposer des solutions d'amélioration de l'information aux apparentés, que ce soit en termes d'efficacité, mais aussi d'acceptabilité de la part des apparentés. Alors, dès qu'on a en fait souhaité lancer ce projet, alors on souhaitait que cette approche, bien sûr, soit multidisciplinaire, parce que là, on est à l'interface de la santé, de la génétique, de la clinique, aussi dans le champ des sciences humaines et sociales, mais aussi dans le champ juridique. Et on a aussi voulu impliquer dès le lancement en fait, de ce projet différents acteurs, et ceci à toutes les étapes en fait, de la recherche, que ça soit dans le questionnement initial, la mise en place du projet, et puis à terme dans la discussion et la proposition de solutions, d'impliquer des chercheurs en sciences humaines et sociales, des professionnels de santé, essentiellement des généticiens, des conseillers en génétique et des psychologues, des juristes, mais aussi bien sûr des représentants d'associations de malades et des patients eux-mêmes. Notre projet étant transversal et multipathologie, on a une 12aine d'associations de patients qui sont impliqués. Et donc, tous ces acteurs-là, en fait, on les retrouve à la fois dans la composition du comité de pilotage, mais aussi dans la composition de 3 collèges qui ont été mis en place, un collège de professionnels de santé, un collège de chercheurs en SHS et un collège de représentants d'associations de malades qui travaillent parfois lors d'ateliers en intracollège, mais aussi beaucoup en ateliers intercollèges pour pouvoir justement apporter l'éclairage, le point de vue de chacun de ces experts. Alors, concernant les étapes du projet, alors les étapes déjà réalisées, donc qu'on a fait l'année dernière, il y a eu toute une étape de construction des supports de communication. Donc, notamment, on a mis en place un site internet dont l'adresse est igprrar.fr. On a aussi construit une vidéo-animation de 3 minutes qui permet de présenter de façon pédagogique le projet, et aussi une grosse partie du travail réalisé l'année dernière. Alors pour le volet national, là je parle, c'est la construction du questionnaire en fait, et qui a nécessité l'équivalent de 300 heures de travail pour les membres des 3 différents collèges. Et ce questionnaire, en fait, on a commencé à le diffuser début février. L'idée, c'est d'essayer de recueillir par le biais de ce questionnaire le maximum d'expériences, d'informations aux apparentés réalisées du coup par des personnes directement concernées par ces maladies génétiques. Cette étape de diffusion du questionnaire va durer a priori jusqu'à fin mai. Et donc, il y a sur la page d'accueil du site internet IGPRAR la possibilité pour des personnes d'accéder au questionnaire et du coup de témoigner de leur expérience d'information de leurs apparentés. Les étapes en fait à venir, alors a priori à partir de fin juin ou cet été et début de l'automne, il y aura toute une phase d'analyse de résultats, et puis après à partir de l'automne 2022, une discussion des résultats, donc qui se fera bien sûr en intercollège mais aussi élargie à d'autres participants, et la proposition de solutions pour améliorer cette information. Et on prévoit du coup en 2023 de partager et de valoriser les résultats à la fois par le biais de canaux associatifs et le biais de canaux professionnels. Je vous mets en dernière diapo le temps que François arrive dans la salle, arrive au pupitre, le site internet, la vidéo. Et donc, c'est sur la page d'accueil à ce niveau-là, en fait, qu'il y a un accès au questionnaire. Et comme je l'ai dit au départ, le projet il est soutenu par l'Agence de biomédecine et aussi, bien sûr, on avait demandé l'avis du comité éthique d'AMU qui a été favorable avant d'initier le projet.
Je vous remercie. Oui, on est très heureux de vous présenter ici, et pour des raisons, ce n'était pas évident de présenter ce projet dans ce cadre de filiation-affiliation. Un, parce qu'on n'aime pas en général parler d'une étude en cours, parce qu'on est sûr d'être contredit à quelques pourcents après. Deux, parce que la perspective du travail n'est pas une perspective de description, mais de recherche-action, c'est trouver des solutions. Et enfin, parce que la recherche elle-même, elle est centrée sur ce qui se passe pendant l'IGP et pas tellement sur la famille. Et en fait, l'affiliation est doublement concernée. D'une part, parce que le sujet lui-même de l'information génétique, c'est la famille, et parce que le sujet à qui on va transmettre l'information, c'est la famille. Et ça, c'est deux aspects qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on s'est rendu compte que dans cette enquête, on avait un certain nombre de données qui visent et qui permettent d'éclairer le rôle joué par la famille. Et donc, on vous remercie de double opportunité qui, d'une part, alimenter le colloque avec des données récentes de terrain, mais aussi de bénéficier de vos remarques pour avancer dans notre recherche. Quand on parle de recherche collaborative, ben, ça vous implique. Donc là, à partir de ce moment, vous êtes collaborateur. Alors, on s'est rendu compte que l'IGP, elle était un petit peu sous influence, avec 4 types d'influence. L'utilité, à quoi ça sert? Et ça, c'est le professionnel qui va le porter. Mais il y a aussi la faisabilité pour le malade. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Comment c'est possible? Comment je vais joindre les gens? Il y a la motivation du malade qui vient d'avoir son résultat, qui doit informer. Et il y a le soutien technique que les professionnels de santé peuvent lui apporter. IGP, information génétique de la parentèle, IGP. Tout le monde. IGP, oui. La première question qu'on s'est posée, c'est comment ça fonctionne l'IGP? Est-ce qu'on informe des apparentés ou est-ce qu'on informe la famille? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et une des questions du questionnaire était, l'information que vous rapportez est-elle destinée à une personne en particulier ou à plusieurs membres de la famille simultanément? Et là, je vous demande d'essayer d'imaginer vous-même qu'est-ce que vous répondriez à votre avis. C'est moitié-moitié, c'est 3/4 d'individuel, c'est 3/4 de collectif. Eh bien, en pratique, c'est 3/4 de collectif. Et là, on a été assez surpris, parce que les retours étaient surtout des retours individuels. Et en fait, cette information, dans 3/4 des cas, elle était collective. Et qui plus est, on a posé la question, est-ce que ça s'est passé dans une occasion dédiée à cette information ou dans une autre réunion de famille? Eh bien, c'est moitié-moitié. Un peu plus souvent dans une réunion non dédiée quand il s'agit de collectif, un peu plus souvent dédié quand il s'agit d'individuel. Et dans les verbatims, il y a quelqu'un qui nous raconte mon enfant était malade et j'ai informé la famille pendant mon baptême. Ça ne vendait pas tellement à ça. Hein? Mais c'est la réalité, il faut en tenir compte. Alors là, on parle de famille. En fait, des familles, il y en a plusieurs familles. Il y a la famille biologique, c'est celle que le généticien va destiner son arbre généalogique. Mais il y a une famille qui est celle du malade, qui est la famille des apparentés qu'il fréquente. C'est ça, sa famille. Et puis, il y a une autre famille, il y a les membres de la famille qui sont concernés par l'information génétique. En fait, là, c'est 3 familles. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est comment ces 3 familles s'articulent. Alors, la famille biologique, Catherine, qui sera toujours la personne qui vient en consultation, est mariée à Émile, ils ont 3 enfants. Eux-mêmes ont des parents, des frères et sœurs. Leurs parents ont aussi des parents et d'autres enfants, qui eux-mêmes ont des enfants, voire des petits-enfants. On se rend compte tout de suite que c'est très complexe. Alors, on n'a pas toujours besoin de monter un arbre généalogique aussi compliqué dans toutes les consultations génétiques, mais c'est ça qui existe. Et c'est là-dessus que va se tracer les 2 autres familles dont on va parler. Alors, ce document, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose que possède le professionnel de santé au titre de son activité de recherche diagnostique. Mais là, maintenant, quand il va falloir passer à l'acte, savoir est-ce qu'on fait l'IGP ou pas, il y a 2 visions qui vont s'opposer.
La vision d'utilité, celle du professionnel, parce qu'on va peut-être pouvoir mettre en œuvre des préventions, parce qu'on pourra faire un diagnostic précoce. Et une qui est quelquefois oubliée, c'est informer pour informer. Même si ce n'est pas indispensable, on verra que c'est quelque chose qui se produit assez souvent. Et puis, il y a la vision du malade qui dit « mais moi, comment je vais faire ?» Donc, la faisabilité, il faut pouvoir les joindre, les gens. Après, il faut pouvoir réaliser l'information, ce qui est compliqué. Alors là, on n'en parlera pas de cette partie-là, parce qu'on n'est pas dans la filiation, mais c'est une grosse partie du GPRA. Alors, la famille a informé. Là, on a pris deux cas, une maladie dominante, là, donc la petite Flore, la dernière fille de Catherine, est atteinte d'une forme néonatale sévère de myotonie de Steiner. C'est une maladie dominante. Et là, vous voyez les personnes informées qui sont plus foncées, et puis les personnes informées peut-être dans un deuxième temps, s'il y a un projet parental, qui sont celles qui sont circulées. Et vous constatez qu'elles sont toutes d'un seul côté, puisque c'est une maladie dominante, et donc ne concernent pas la famille du père. Dans le cas d'une maladie récessive, on a pris la mucoviscidose, la petite fille qui avait un autre nom, c'est Fabrizia. On détecte chez elle une mucoviscidose, donc ça concerne les deux côtés. Ça concerne pas mal de monde, puisque ça concerne la famille du côté maternel comme du côté paternel. Ça, c'est pour l'utilité. Pour la faisabilité, les gens, pour les informer, il faut les connaître. Il faut être joignable. Et donc, on avait posé comme question, combien de membres de votre famille, en dehors de votre foyer, voyez-vous ou appelez-vous au moins une fois par an? Il y a une grande variabilité, gigantesque. Et ça, on ne s'attendait pas non plus à ça. C'est-à-dire qu'il y a 50%, pour avoir 50% de la population, ça va de 3 à 10, ce qui est déjà énorme. C'est un manque de 3 fois plus à 3 fois moins. Il y a aussi 40% où c'est plus de 10. Mais 9%, c'est 1 à 2 personnes de la famille qui est fréquentée ne serait-ce qu'une fois par an. Donc, il va falloir faire avec ça. Hein, ce n'est pas dans les textes de loi, mais c'est la réalité. Donc, dans une famille, mettons, si on a 20 apparentés fréquentés, ça donne un petit peu ce genre de figure. Et il faut savoir que les apparentés fréquentés ne sont pas forcément ceux avec qui on a un lien génétique le plus proche. Là, dans cette famille, bon, Octave, on le voit régulièrement, parce que c'est un bon vivant, c'est un joyeux de riz, il a toutes les fêtes, mais Octave, il est assez loin dans leur généalogie. Donc ça présente des situations qui sont comme assez fréquentes, 40% plus de 10 personnes. Et puis à l'inverse, il y a des familles où on n'a pas de relation familiale. Là, 5 seulement. 5 seulement, c'est un tiers de la population des répondants, quand même. Donc c'est quelque chose qui n'est pas rare du tout. Et là encore, ce n'est pas forcément les plus proches. Octave, il en fait toujours partie. Il est tellement marrant, il est à toutes les fêtes, on l'invite tout le temps. Sauf qu'on le compte dans les 5. Donc ça représente effectivement 35%. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on est dans la réalité? C'est-à-dire qu'on a, mettons, la mucoviscidose chez la petite fille et on fréquente peu de personnes. La crainte qu'on avait, c'est qu'on présume à l'intersection des deux ensembles. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois fréquenté et à la fois concerné. Et là, on se rend compte que ça ne concerne que 3 personnes sur 16 qui étaient prévues. Donc, est-ce que ça va être vraiment ces 2 filtres qui s'ajoutent? Pas vraiment. Troisième porte, la motivation. Et la motivation, elle a été question beaucoup jusqu'à présent. Dans les discussions qui ont été menées donc, entre représentants associatifs, chercheurs en SHS et professionnels de santé, on avait discuté, il s'est dégagé finalement 3 types de motivation. Une motivation médicale, c'est-à-dire qu'on informe parce que ça peut être utile pour la personne. Ce n'est pas forcément lié à la génétique. On pourrait faire la même chose après une fête de famille où on s'est rendu compte que quelqu'un avait une maladie infectieuse et qu'on va prévenir les gens. C'est pour éviter une maladie.
Une motivation solidaire. Alors là, elle est très liée à la famille. Ce sont mes apparentés. J'ai des obligations solidaires avec eux. Et une troisième motivation qui est la motivation légale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse à le faire? Ben, ce qui me pousse à le faire, c'est parce que je suis obligé. Alors, pour arriver à ces questions, il y a eu des grosses discussions. C'était pas simple de savoir comment on allait systématiser les questions. Il y a un professionnel de santé qui nous a dit, mais pourquoi vous posez la question? Si c'est légal, c'est obligatoire. Quoi? Et puis, d'un autre côté, il y a des représentants d'associations qui disent, mais comment vous mettez sur le même pied mon comportement qui est un comportement altruiste, avec une obligation, mais c'est injurieux. Je ne le fais pas parce que je suis obligé, je le fais parce que je m'occupe de ma famille. Ça valait le coup de poser la question. Et là, ben, on se rend compte qu'à plus de 80%, les motivations et médicales et solidaires sont plébiscitées, très largement, et à peu près par les mêmes personnes, ce qui n'est pas très étonnant. C'est-à-dire que c'est solidaire, mais c'est aussi pour les aider pour leur santé. Donc, c'est pas... Par contre, l'obligation, la contrainte légale n'a pas du tout le même profil. Hein. Et il y a même plus de 30%, à peu près un tiers, qui disent sans opinion. Je ne vois pas à quoi correspond votre question. Ça ne me concerne pas. Et donc là, on se pose des questions sur l'obligation légale, comment on va faire, est-ce que le législateur a prévu tous les cas? Mais les gens, ils sont dans une situation où ils peuvent faire du bien, ils le font. Et l'obligation légale, et ça a été apparu aussi dans la discussion, a quelque chose de très pernicieux, elle retire le côté altruiste du comportement. Puisqu'on est obligé de le faire, on ne le fait plus pour le faire du bien, on le fait parce qu'on est obligé. Et imaginez que le don du sang soit obligatoire, ça ne serait plus le don du sang, ça serait la fonction. Dernière force en jeu, le soutien technique lors de la prescription. Alors là, on avait 5 possibilités, 6 possibilités. Et en fait, il y a seulement dans 12% des cas, la question était, vous êtes en précisé quel membre de la famille était informé, ou les apparentés à informer ont été précisés et désignés sur l'arbre généalogique. Dans plus de la moitié des cas, aucune indication n'était donnée, ou les personnes ont oublié. Bon, ce n'est pas très marquant, ça fait écrit en bleu, et puis lorsqu'il en rouge et jaune, on leur a donné des indications, mais qui n'étaient pas des indications de nature génétique. En leur disant, prévenez les gens les plus proches, mais ça, ils le savent bien que c'est plus facile de prévenir les plus proches. Ou commencez par les proches, et puis après, vous verrez les autres. Mais ce n'est pas une aide technique, ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Alors, bon, c'est pas très populaire de vous présenter ça. C'est probablement la réalité. Alors, on peut se défausser de deux manières en disant ils ont oublié, les malades n'y connaissent rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'oublie pas ce genre de situation. Et l'autre, qui est peut-être plus à prendre en compte, c'est qu'un certain nombre d'annonces sont faites par des spécialistes d'une discipline somatique, hein, donc des neurologues, des pneumologues, des cardiologues, qui ne connaissent pas toujours grand-chose à la génétique. Alors, les généticiens ne sont pas des super cadres en cardiologie. La réciproque est malheureusement vraie. Et donc, il peut y avoir, on le saura parce que dans l'étude, on a demandé quel type de personnes informées, mais c'est probablement, ça joue. Après, il y a peut-être d'autres explications. Je présente un tableau assez noir. Et en fait, on a demandé combien de personnes avez-vous informé? Et d'ailleurs, en 2 parties, combien pensiez-vous informer au départ et combien avez-vous réussi à informer? Et là, comme on avait peur que le nombre de personnes fréquentées soit un espèce de filtre, on voit les résultats par catégorie. Ceux qui fréquentent 1 à 2 personnes, 3 à 5, 6 à 10. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour les 3 premières catégories, donc de 1 à 10 personnes, le nombre de personnes qu'on envisageait d'informer et le nombre de personnes qui ont été informées est à peu près constant. Par contre, pour les familles où il y a une grande activité familiale avec plus de 10 personnes, là où on a un réel décrochage. La seule chose qui évolue de façon à peu près continue en fonction du nombre d'apparentés fréquentées,
c'est la différence entre le nombre prévu et le nombre réalisé. Et ça a quand même une certaine importance, je vais dire que ça va nous parler. Là, vous avez en jaune le nombre de personnes fréquentées. Donc, dans la première catégorie, on en fréquentait 2, mais on en informe quand même 5. Et dans la deuxième catégorie, c'est à peu près équivalent. Dans la troisième catégorie, on en informe beaucoup moins que ce qu'on fréquente, ce qui, tout le monde n'a pas nécessité à y être informé, et ce qui est encore plus le cas pour la dernière. Ça veut dire ça que, dans ce premier groupe, les gens font des efforts considérables pour informer. Ils vont aller informer des gens qui n'ont pas vu depuis au moins 1 an, voire plusieurs années. Et donc, quand on leur demande de faire cet effort, il faut être conscient de la difficulté que ça représente. Et puis, après, on voit qu'il y a probablement des gens qui sont informés. Alors, les chiffres, ils sont sous-évaluateurs et surévaluateurs. Ils sont sous-évaluateurs parce que, assez souvent, et les verbatims nous l'ont dit, on informe une personne à qui on demande d'en informer d'autres. Donc, on informe ses sœurs en disant que tu informeras tes nièces. Et par contre, c'est surévaluateur parce que, y compris, enfin, principalement dans les informations collectives, dans les gens qui sont là, dans la réunion de famille, il y en a qui ne seraient pas dans le viseur du généticien. C'est peut-être pas la octave, donc vous s'en foutez un peu. Et il compte quand même. On arrive à la fin. Simplement. Ça, ce que je vais donner, c'est les moyennes. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'en dehors des moyennes, il y a une très, très grande variabilité. Les situations sont très différentes les unes des autres. Dans le premier groupe, par exemple, il y a 25% de gens qui n'en ont informé, qui ont informé qu'une personne, et il y a aussi 25% qui en ont informé plus de 9. Donc, chaque barre représente 50% de la population. Il y a une variabilité extrême, et faire une règle générale en pensant qu'elle sera appliquée de façon générale est assez illusoire. Et quelles apparentés sont informées? En premier, ceux de la même génération, frères et sœurs. Après, parents et enfants, à peu près de façon équivalente. Un tout petit peu les grands-parents. Et ce sont plutôt les parents de premier degré, donc les frères et sœurs, plutôt que les cousins et cousines, les parents plutôt que les oncles et tantes, 2 tiers pour les plus proches et 1 tiers pour les autres. 3 éléments, donc, en manière de discussion, ouverture de la discussion. Donc, l'IGP, c'est un événement qui est le plus souvent familial et même très souvent intégré à la vie de famille. Hein, la présentation ne se fait pas du tout dans une réunion, enfin, se fait qu'à moitié des cas dans une réunion prévue pour ça. Les motivations altruistes sont vraiment au premier plan et les motivations légales sont soit considérées comme incongrues, soit insultantes. C'est une démarche informative fonctionnelle, pour être utile, mais aussi de partage avec cette famille. On partage le patrimoine génétique et c'est important d'en parler même à des personnes qui ne sont pas concernées pour leur dire qu'elles ne sont pas concernées. C'est la moindre des choses. Ils apprennent qu'il y a une maladie dans la famille, ils ont bien envie de savoir s'ils ne sont pas concernés. 2, le nombre d'apparentés habituellement fréquentées est extrêmement variable. Et ça, il faut en tenir compte, c'est une réalité. Le nombre d'informés dépasse souvent le nombre de fréquentés. Et donc là, c'est chapeau bas pour les patients qui le font, parce que ce n'est pas simple hein, de rejoindre. Et là, je reviens sur le fait qu'il y a peu d'informations qui sont données sur les personnes à informer directement. C'est probablement une réalité, ce n'est pas facile. Et probablement parce qu'on a une situation médicalement complètement exceptionnelle. En principe, en médecine, on soigne une personne. On est donc, la démarche est pour aider une personne, celle qui vient en consultation. Et on n'a pas à savoir d'éléments inutiles. C'est confidentiel. On n'a pas à savoir votre beau-frère et votre... Là, pour faire le diagnostic, on a besoin d'accumuler des données qui ne concernent pas le malade, mais sa famille. Et à la fin, on possède cet arbre généalogique. Et c'est quand même une situation où on peut imaginer qu'on n'est pas tellement à l'aise. Et que finalement, il y a une espèce de résistance à aller contre ce qui
généralement contraire à la déontologie. C'est contraire à la déontologie d'utiliser des données privées. C'est bizarre quand même que les gens viennent pour eux et leur demander je peux m'en charger, vous donnez-moi l'adresse de votre cousine. On n'a pas à avoir l'adresse de la cousine. Enfin, je veux dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas si simple. Le législateur l'a écrit, qui n'est pas si simple à faire. Et donc, tout ça pour penser que probablement ces 12% ne sont pas trop loin de la réalité, malheureusement, mais que ce n'est pas par des envoltures. C'est parce que c'est vraiment compliqué pour tout le monde, y compris les professionnels. Et dans les perspectives, là, je vais parler d'un petit aspect du GPRA, qui est le fait d'être capable de joindre les personnes. Mais après, il va y avoir aussi à comprendre la difficulté qu'il y a à expliquer. Et ça, c'est un gros chapitre aussi. Et aussi les conséquences. Il y a des questions, les conséquences qui peuvent être soit une mauvaise information, soit une brouille familiale, des conséquences psychologiques qui restent à explorer. Merci, de votre attention, et deux, des critiques ou des commentaires que vous allez faire qui nous serviront après. Merci bien. Merci. Donc, je peux revenir, Sandrine. S'il y a quelques questions, on va prendre 10 minutes là pour des questions sur ces deux interventions donc, qui font référence à des recherches terminées et des recherches en cours. D'ailleurs, Sandrine contribue largement à IGPRA. Est-ce que vous avez des questions sur ces travaux, sur avec sa possibilité pour vous voilà, de se brillantir sur les travaux, ce qui a été dit, ou des échanges? Oui, madame? Quels sont les critères de transmission d'une famille transmettre l'information? Qu'est-ce que vous diriez à la vue de ce que vous avez commencé à récolter, ou de ce que vous avez pu entre les professionnels, les familles, parce qu'elles vous sont relatées comme difficultés ou comme façon de transmettre? Vous avez dit quand transmettre, mais de quelle manière? Qu'est-ce que vous en diriez? Vous voudriez, je répète la question, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu à distance, quels sont les critères de difficulté ou de facilité, c'est ça, actuellement, de ce qui ressort des études actuelles, pour pouvoir faire cette information à la parenté? Je pense qu'à travers tout ce qui vient d'être dit, il y a quand même cet aspect de comment moi-même je perçois la maladie qui touche mon enfant, et comment je perçois, je comprends ce que la médecine peut apporter pour accompagner, éviter, soigner, etc. Et ça pose cette question de la fin de mes propos, où on parlait d'autres maladies un peu plus éloignées, où là, forcément, je vais avoir quand même plus de mal à comprendre et à faire mien ce discours de notre pathologie. Mais ce qu'on voit dans l'IGPRA, dans les premières réponses, c'est justement cette... oui, de manière altruiste, que je les transmets parce que je me sens capable de transmettre et parce que je pense que c'est un intérêt médical pour mes proches. Là, ça veut dire que ces personnes elles ont perçu cet intérêt. En fait, c'est ça, moi, je pense, le moteur. Le moteur, il reste comment moi, je perçois ça. Si je suis passif, comme le cas que je vous avais donné, cette femme qui se sent seule avec sa maladie et toute sa famille lui dit « mais nous, on ne veut rien savoir, ça ne nous intéresse pas », elle ne voit même pas comment elle va pouvoir dépasser cette distance qui s'est créée autour de cette maladie dont elle a un peu honte, qui n'est absolument pas accueillie. Comment, voilà. Ça, c'est un enjeu hyper important. C'est comment, et on le voit bien, chaque patient est différent. Il y a des patients qui ont une maladie et qui vont prendre leur téléphone et en parler avec les membres de leur famille juste parce qu'ils ont envie d'être soutenus dans leur maladie. Puis il y a tous ceux qui cachent, qui ne veulent pas parler de cette maladie. Et je pense que déjà, ça, c'est un critère pour savoir si on va être capable de parler de l'information. Oui, la démarche de JPRA, c'est de savoir quand ça marche et quand ça ne marche pas. Alors, ça paraît très, très rustique, mais d'essayer de voir dans qu'est-ce qui va faire que pour certaines personnes, l'information passe bien, qu'est-ce qui va faire que pour certaines, elle se passe avec des dégâts ou pas des dégâts. Donc, et le but, c'est d'essayer de voir s'il y a des typologies, et pour chacune, après, de voir les solutions. Vous n'avez pas encore de résultat. On n'a pas. Voilà. Ça sera dans un an. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive au terme de cette